est-ce qu'on a atteint le maximum? Donc, on va faire ce qu'on appelle le test d'optimalité. Le test d'optimalité, c'est pour voir est-ce qu'on a atteint la solution optimale. C'est quoi le lexique adjacent? Ok, ça c'est encore des détails. Le lexique adjacent, deux lexiques sont adjacents, ça veut dire que, regarde, je ne peux même pas te parler de ça parce que je suis seulement au premier lexique. Donc il faut qu'on fasse le deuxième lexique pour que tu puisses voir en quoi est-ce que ces deux lexiques sont adjacents. Ok? Donc on va faire ce qu'on appelle le test d'optimalité. Autrement dit, est-ce que le lexique L0 produit une solution optimale? Alors, comment tu peux savoir que la solution proposée par un lexique est optimale ou n'est pas optimale? On va regarder les coefficients de la fonction, les coefficients des variables, les coefficients de la fonction objectif, ok? Dans le lexique L0, que vaut Z? 150 x1 plus 100 x2 et je peux mettre plus 0 E1 plus 0 E2 plus 0 E. Parce que E1, E2, E3 sont des variables du problème, mais ces variables n'apparaissent pas dans l'expression de Z. Donc pour les faire apparaître, je leur donne des coefficients 0 parce que 0 fois E1 ça fait encore 0. Donc ça ne change rien. C'est pour mettre en évidence la présence de ces variables dans le problème. Maintenant, avant de faire le test là, Ange, je vais faire une petite digression, mais c'est dans ton cours. Comment est-ce qu'on va interpréter ces coefficients? Que désigne l'expression Z? Z, c'est une fonction de profit, n'est-ce pas? Par conséquent, les coefficients de la fonction Z, 150, 100, 0, 0, représentent ce qu'on appelle les profits marginaux. Tu as déjà entendu cette expression profit marginal? Tu es en économie. D'ailleurs, je crois dans votre cours de maths que tu suis cet été, quelque part, elle a parlé de coût marginal, profit marginal. Alors, donc les coefficients sont les profits marginaux. Maintenant, c'est quoi le profit marginal? Par exemple, 150, ça représente quoi? Tu vois que x1 et puis x2 sont des variables hors base. Est-ce que ce sont des variables de base ou des variables hors base? Ce sont des variables hors base. Les coefficients de x1 et x2 sont respectivement 150 et 100. Si jamais la variable x1, qui est hors base, entrait dans la base, donc tu vois la base initiale, c'est la base, elle est composée de E1, E2 et puis E3. Et puis je vais noter B base 0, le contraire, c'est-à-dire ce qui n'est pas, les variables qui ne sont pas dans la base, c'est x1 et puis x2. Ok? Donc ça c'est les variables de base, ça c'est les variables hors base. Si je fais rentrer x1 dans la base, donc disons que l'un de ces trois là sort pour laisser sa place à x1. De combien Z va augmenter si j'augmente x1 de une unité? Je ne sais pas si tu comprends ça. Ça c'est un raisonnement économique très classique, ok? Ça dit, si tu fabriques, suppose que tu fabriques des produits, ok? Tu fabriques des robes. Tu fabriques des robes et puis tu te dis, et puis tu appelles x1 la quantité de ces robes, ok? Si tu fabriques une unité, une seule robe, quel est le profit supplémentaire ou le profit additionnel? Le profit marginal, c'est le profit qui résulte de la fabrication d'une unité. Donc chaque fois que tu fabriques une unité, tu fais 150 $. Donc c'est bon. C'est une bonne chose de fabriquer des produits en quantité X1. T'es perdu, ok. Jusque-là, tu comprends le fait, la distinction entre les variables de base et puis les variables hors base. Les variables de base, c'est E1, E2, E3. Regarde leurs coefficients, 0, 0, 0. Les variables hors base, c'est X1 et X2. Regarde leurs coefficients, 150 et 100. Et ce que ces coefficients nous disent, c'est que si on fait entrer, par exemple, le coefficient 150 nous dit ceci. Si vous faites entrer la variable x1 dans la base, il va falloir faire sortir l'une de ces variables, n'est-ce pas? Parce que pour que lui rentre, il faut que l'autre variable sorte. Mais quel intérêt, nous, on a à faire rentrer x1 dans la base? Eh bien, l'intérêt, ça vient du profit marginal. Parce que le profit marginal nous dit que la fabrication d'une unité du produit 1
Tu vois, par exemple, X1, c'est la quantité de, je sais pas moi, je crois que ce problème-là, on va dire, on a deux produits P1 et puis P2. OK? Et puis, la quantité du produit P1 qu'on veut fabriquer, c'est X1. Et la quantité du produit P2 qu'on veut fabriquer, c'est X2. OK? Si tu fabriques une unité du produit P1, combien tu fais d'argent, de profit? Non, 150 $. Si tu fabriques 2 unités, tu vas faire 2 fois 150 $. Donc, si tu fabriques X1 unités, tu vas faire 150 fois X1. Maintenant, je te pose la question, est-ce que c'est une bonne chose de fabriquer des unités du produit P1? Oui, puisque le profit marginal est positif. Chaque fois qu'on produit une unité, on fait de l'argent. Est-ce que c'est une bonne chose de fabriquer des unités de P2? Oui, parce que le profit marginal est positif. Maintenant, si toi, tu avais le choix entre fabriquer P1 et P2, qu'est-ce que tu fabriquerais en premier? Alors, le test d'optimalité, c'est un test qui demande de regarder les coefficients de la fonction objective les coefficients de la fonction objective d'un lexique et puis de voir si ces coefficients sont positifs. Si ces coefficients sont positifs, strictement positifs, alors on n'a pas encore atteint l'optimum. Tu vois, tu as des coefficients qui sont strictement positifs, donc l'optimum n'est pas encore atteint. Et à quel moment l'optimum sera atteint? Si les coefficients sont négatifs ou nuls. Donc, étant donné que j'ai au moins un coefficient pour une variable hors base qui est strictement supérieur à 0, je suis obligé d'affirmer que le lexique 0, le lexique initial, n'apporte pas une solution optimale. C'est une solution réalisable, mais ce n'est pas une solution optimale. Ça veut dire que je dois faire de nouvelles itérations pour pouvoir converger vers la solution optimale si elle existe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire, puisque l'un des coefficients des variables hors base, c'est-à-dire x1 et x2, puisque l'un des coefficients, je peux prendre 150, je peux prendre 100, est strictement supérieur à 0, alors solution non optimale. Donc, solution non optimale, le test d'optimalité ici nous conduit à dire que cette solution-là, qui demande de fabriquer 0 unité du produit 1, du produit P1, 0 unité du produit P2, et puis de choisir les variables d'écart E1 égale à 1500, etc., et qui produit un profit de 0. D'ailleurs, tu vois que ça n'a pas de sens. Si tu fabriques 0, 0, tu as 0 $. Ça ne peut pas être l'optimum. Je dis le bon sens. Pour un problème de maximisation, quand tu vois Z0 égale à 0 $, qui a envie de faire un business, une affaire, où son profit est égal à 0 $? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? On va chercher à faire entrer une variable dans la base et puis faire sortir une variable. Ok. Donc, ici, je vais effacer ici Ange. La prochaine étape, ça va consister à étape 5. On va mettre ici variable rentrante, variable entrante, et puis variable sortante. Alors, la base initiale, c'est E1, E2, E3, et puis les variables hors base, c'est X1 et puis X2. Maintenant, je te demande quelle est la variable qui va entrer dans la base, Ange. Tu as X1 et X2, c'est ici les variables hors base, et puis ici les variables dans la base. Alors, on a vu que les profits marginaux qui correspondent aux variables x1 et x2 dans la fonction objective du lexique initial sont strictement supérieurs à 0. Et nous voulons savoir laquelle de ces variables va entrer dans la base. Qu'est-ce qui est avantageux? X1 va rentrer, X1 rentre. Pourquoi? Parce que son profit marginal, ou si tu veux, son coefficient de la fonction z est le plus grand. Et quelle est la variable qui va sortir? C'est là que les choses deviennent un peu... Là, c'est un peu subtil et je vais t'expliquer ça par les calculs. Donc, la variable qui rentre, c'est x1. Maintenant, voyons quelle variable sort. x2. Alors, mais regarde, dans la base, parce que si x1 rentre, ça veut dire que l'une de ces variables doit sortir.
Donc, est-ce que c'est E1 qui va sortir? Est-ce que c'est E2 qui va sortir? Est-ce que c'est E3 qui va sortir? C'est ce qu'on veut savoir. OK? Donc, X1 va rentrer, mais E1 ou E2 ou E3 doit sortir. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ça? Pour savoir, eh bien, regarde, ça c'est très important. Mais avant d'y arriver, puisque X1 va rentrer, et quel est le statut de X2? Lui, il est toujours variable hors base. Je veux dire, X2 reste toujours hors base. Tu vois? Mais X1 rentre. Donc, je vais dire ici, quelle variable sort? Alors, X1 rentre, mais X2 est toujours hors base. Je vais écrire X2 est toujours hors base. Est toujours hors base. Ce qui veut dire que, quelle est la valeur de X2 en jeu? X2 est toujours hors base, puisque lui, il va rentrer ici, mais lui, il reste hors base. Donc, il vaut quelque chose. Tu te souviens, quelle est la valeur qu'on donne aux variables hors base? 0. 0. Donc, lui, il est égal à 0. Maintenant, on va voir quelle variable sort. Est-ce que c'est E1? Est-ce que c'est E2? Est-ce que c'est E3? Ce sont ces trois variables qui sont dans la base. Donc, l'une de ces variables va sortir. Alors, voilà ce qu'on va faire. Les contraintes. J'ai effacé? Bon. Tu es en train de copier. Tu te souviens du lexique initial, là? Je crois. Je vais écrire simplement le lexique initial. Ce qu'on va faire ici, on va dire x2 égale à 0. Donc, ça entraîne quoi? Si x2 égale à 0, tu vas dire E1 égale à combien? Quoi? Si x égale à 0. Si x2 égale à 0. Ouais. x2, x1. Oui. Et ici? 1200 moins x1. Oui. Et puis 500 moins x1. Très bien. Mais quelles sont les contraintes qui pèsent sur ces quantités-là? Elles sont non négatives, elles sont supérieures ou égales à 0. Donc il faut mettre ici supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, et puis supérieur. Maintenant, on va résoudre trois inéquations. On va résoudre trois inéquations. On a 1500 moins 2x1 supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que x1 est inférieur ou égal à 1500 divisé par 2, ça fait combien? Et puis 1200 moins x1 supérieur ou égal à 0, x1 inférieur ou égal à 1200, puis 500 moins x1 supérieur ou égal à 0, x1 inférieur ou égal à 500. Alors, la valeur de x1, ça sera le minimum entre ces trois bornes. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Regarde, tu as 500, tu as 750, et puis tu as 1200, ok? Tu dis x1 est inférieur ou égal à 750, donc c'est tout ça, n'est-ce pas? Tu dis x1 est inférieur ou égal à 1200, donc c'est tout ça, n'est-ce pas? Et puis tu dis x1 est inférieur ou égal à 500, donc c'est tout ça. Quelle est la partie qui est assurée plusieurs fois? C'est ici. Je comprends pas que quand tu pars à Assurée, la partie où j'ai mis les trucs là. Parce que Plusieurs fois. comment tu dis? La partie qui a été assurée plusieurs fois, Ange. Tu as inférieur à 1200, donc ça prend d'ici jusque là, donc ça va couvrir ici. Tu as inférieur à 750, donc ça prend d'ici jusque là, donc ça va couvrir deux fois ici. Et puis tu as inférieur à 500, ça prend d'ici jusque là, ça couvre ici trois fois. Comment ça couvre trois fois? Quand tu commences par le plus grand, tu couvres 1, 2, 3. Oui. Le plus petit, Lui, il va couvrir quoi? 750 et puis 500. Oui. Et puis 500, lui, il va couvrir seulement une seule partie. Non, attends, tu comprends pas. Je refais moi bien simple. Je mets ici 500, je mets 750, puis je mets ici 1200, ok? Je veux savoir, parce que ça, c'est trois régions différentes. Qu'est-ce que ces régions ont en commun, ok? Et je vais prendre la plus grande valeur de cette région commune.
Alors, prenons x1 inférieur à 1200. Lui, il est dedans, lui, il est dedans. Tous ces gars-là sont dedans. Ok, ça c'est pour lui. Prenons x1 inférieur à 750. Inférieur, donc lui, il est dedans, lui, il est dedans, lui, il est dedans, lui, il est dedans. Jusqu'ici. Ah, mais tu as vu? Cette partie n'est pas couverte, elle est couverte une seule fois. Pour le moment. Mais ces deux-là sont couverts combien de fois? Maintenant, donc lui, il est fait. Prenons lui. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hop! Lui, il est couvert une seule fois, lui deux fois, lui trois fois. Oh, ok. Make sense, non? Okay. So, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est cette partie. Donc je prends le minimum de ça, ça et ça. Le plus petit des trois là, t'as vu, j'ai mis 500. Le plus petit des trois, c'est quoi? C'est 500. Donc, tu n'as pas besoin de faire ce dessin à chaque fois. Tu peux juste dire x1 c'est le minimum des bornes supérieures. Et par conséquent, donc x1 égale à 500. Donc, je ne sais pas si tu vois, si tu vois le progrès qu'on a accompli. Parce que tout à l'heure, on disait que le profit marginal pour x1, c'était de 150. Et que chaque fois qu'on fabrique une unité de x1, enfin du produit 1, on fait 150 $. Alors quelqu'un pourrait dire, waouh, c'est une bonne affaire, donc on va fabriquer beaucoup de x1, beaucoup de produit 1. Puisque chaque unité de x1, enfin, chaque unité du produit 1 nous rapporte 150 $. Le problème, c'est qu'il y a des contraintes liées aux ressources, à la disponibilité des ressources, etc. Donc on ne peut pas fabriquer une infinité de x1. Donc quelle est la plus grande quantité possible qu'on peut fabriquer pour le produit 1? Et si on fabrique 500 unités, combien on va faire de profit? 500 multiplié par 150. Puisque chaque unité nous fait 150 $. Tu vois le raisonnement? Maintenant, attends, c'est pas fini, regarde. Quand tu as fait x égale à 500, tu vas mettre, parce que notre problème c'est quoi? Quelle variable va sortir? Donc tu vas mettre 500 ici. Tu vas mettre 500 ici, ici, ici et puis ici. Alors, mets ici et puis fais-moi les calculs. Où? Mais regarde quand je... 500? Mais oui, ici. Ça me donnait 500? Comment ça te donne 500? 2 multipliés. Comment tu fais pour trouver 500? Mais tu fais 2 multiplié par 500, ça fait 1000? Just wanna tease you. Ok, donc ça fait quoi? 500? Oui. Et puis E2? Ah. Il y a au moins une chose sur laquelle on peut compter sur toi. Calcul mental. Ok. Donc quelle variable va sortir? Une seule variable. Il y a une seule variable qui est entrée, il y a une seule variable qui doit sortir. Donc si E3 sort, donc on a dit que X1 entre. Et quelle est la valeur? La valeur de X1 c'est combien? 500. E3 sort. E3 égale 0. Maintenant on va construire le nouveau lexique. C'est quelle étape là? Je pense que c'est 5. Construction d'un nouveau lexique. Je vais l'appeler lexique 1. Je vais l'appeler L1. Alors, comment on va faire ça? Dans le programme linéaire, le lexique initial, il disait max de z égale 150x1 plus 100x2. Rappelle-moi les contraintes du lexique initial, s'il te plaît. Oh, je pense que c'est ici. E1, 1500 moins 2x1 moins x2. E2, 1200. Oh, tu l'aurais fait. Oui, tu vas voir pourquoi. Moins x2, puis E3, 500 moins x1. Tu vas voir pourquoi est-ce que je l'ai réécrit, ok? Ok, et puis x1, x2, x3, e1, e2, e3. Alors, on a dit que qu'est-ce qui entre dans la base, c'est x1, et puis qu'est-ce qui sort, c'est e3. Regarde l'équation de e3.